je suis avec Louis Fouché, médecin réanimateur anesthésiste, auteur de nombreux ouvrages, tous résistants dans l'âme, agonie et renouveau du système de santé. Et vous êtes également le secrétaire général et le porte-parole de l'association Les Enfants d'Hippocrate. Lors de la crise, vous avez également fondé Réinfo Covid. Pour nous, vous êtes une grande figure de la crise Covid. Pour revenir à 2020, qu'est-ce qui a été pour vous le déclic qui vous a poussé à prendre la parole publiquement? Bonjour Anna, bonjour Omerta, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci de parfois soulever des sujets dont on n'a pas le droit de parler. Vous savez, c'est l'idée de l'Omerta, hein, c'est chut, on n'a pas le droit d'en parler. Et donc je vois régulièrement des sujets comme la guerre être traités. Et au fond, peut-être le Covid a été une sorte de guerre. Simplement, avant de répondre à votre question, je vais dire quelques petites choses en plus sur la présentation. Vous savez que tous les médecins sont obligés de déclarer leur conflit d'intérêt quand ils parlent publiquement. Et c'est une des choses qui m'a choqué, justement, une des choses qui m'a mise en mouvement pendant le Covid, c'est de voir que la plupart des médecins de plateau télévision qui parlaient ne déclaraient jamais d'où ils parlaient, qui ils étaient, quels intérêts profonds ils servaient. Ils venaient comme des espèces de serviteurs éthérés de la science, de la vérité, venant nous dire ce qu'il fallait penser, mais en occultant parfois certaines choses. Alors moi, j'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, aucun conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques ou vaccinaux ou l'industrie de la data ou des mutuelles et le système assurantiel. Et effectivement, par contre, je suis le porte-parole et le secrétaire général des Enfants d'Hippocrate, qui est un collectif, une association qui cherche à promouvoir des thérapeutiques sûres et efficaces, sous-entendu à dézinguer les thérapeutiques de merde qui est toxique et insuffisamment abouties. Donc là, ça fait du travail. Je peux vous dire qu'on en a pour une vie entière potentiellement à aller essayer de renseigner le public, les décideurs publics, les médecins et les soignants sur ces questions de médicaments et de thérapeutiques. Donc, qu'est-ce qui m'a mis une dernière chose, c'est que probablement on sera amené à aborder ce qui se passe aux États-Unis et je le repréciserai au moment où on en parlera, mais j'ai des liens d'amitié, des liens, on pourrait dire, de relations avec un certain nombre de personnes qui sont dans les équipes de Kennedy Jr. et de Make America Healthy Again. Et donc, je suis pas complètement indemne de parti pris sur ce truc-là. Donc, quand on sera amené à en parler, voilà, que les gens qui nous écoutent prennent du recul. Bah, moi, j'ai rencontré les personnes qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans une partie de l'administration américaine. Et je suis ami avec un certain nombre d'entre eux. Donc peut-être que je serai pas complètement objectif, mais j'essaierai de l'être quand même, hein. Alors sur la crise Covid, vous me demandez ce qui m'a mis en mouvement. Principalement, ça a été le hiatus entre ce qui nous était raconté justement dans les médias et dans la propagande gouvernementale et la réalité de ce que je vivais au quotidien dans mon service de réanimation. Parce que j'ai été amené à m'occuper des patients Covid par la force des choses, euh, alors que ma spécialité, c'est plutôt les malades d'hématologie, les gens qui ont des leucémies, des lymphomes, des cancers du sang, et puis les grands brûlés. Et puis, bah, on a été propulsé au cœur du champ de bataille en disant, bah, allez-y, quoi. On nous a prévenu une semaine avant, hein. Avant, on nous avait dit, bon, vous vous occuperez pas du Covid, il n'y a pas de problème. Puis, une semaine avant, on nous a dit, au fait, vous allez participer aussi. Et la première chose que je peux dire, ça a été de voir l'extraordinaire réactivité du personnel soignant de l'hôpital public. Donc, je tire mon chapeau à mes collègues, au personnel infirmier, paramédical, au personnel médical, au personnel administratif, parce que au fond, dans un moment de grande tension collective, tout le monde a essayé de faire de son mieux. Et c'est là où moi j'ai une sorte d'empathie et euh, j'essaie de regarder tout ce qui s'est passé avec une vision plutôt optimiste et plutôt humaniste, en me disant mais la plupart des gens, l'immense majorité des gens, a essayé de faire de son mieux. Et donc dans mes propos, vous m'entendrez pas dire tel ou tel est le dernier des salauds, ni rien. C'est pas comme ça que je vois les choses. Je vois plutôt que vraiment l'immense majorité des gens a fait de son mieux. Et sauf qu'on s'est rapidement aperçu que l'ensemble des protocoles qu'on nous proposait, l'ensemble des prises en charge qui nous étaient enseignées dans des webinaires sur Internet par les tutelles administratives ou médicales, donc en gros les chefs de service parisiens, les responsables des sociétés savantes, le ministère de la Santé, tout ça était complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'il fallait faire. Je vous donne un exemple précis, mais par exemple on nous a dit ah là là, le virus a un niveau de transmissibilité qui est proprement hallucinant, vous risquez de mourir. Ah, merci déjà, ça rassure, tu vois. Et puis
Donc, vous devez surtout intuber très précocement ces malades, ne surtout pas les laisser respirer par eux-mêmes, mais leur mettre un tube dans la gorge, dans la trachée, et une machine au bout pour les ventiler, dès qu'il y a un petit peu besoin d'oxygène. Et ça, c'était contraire à tout ce qu'on faisait d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, on fait pas ça. On a plein de moyens d'administrer de l'oxygène aux gens quand il manque d'oxygène dans leur sang. Euh, et par des lunettes à oxygène dans le nez, vous avez peut-être déjà vu chez des amis ou de la famille hospitalisés. Après, par un masque sur le visage, par des d'autres lunettes où on réchauffe et on humidifie l'oxygène et on peut en mettre à plein pot. Et on peut pousser très loin l'oxygénation sans avoir forcément besoin d'intuber et de ventiler de manière invasive. Et le problème, c'est que quand vous intubez et ventilez de manière invasive, ça s'accompagne forcément d'une sédation. Une sédation, c'est un mélange de morphinique et d'hypnotique pour casser la douleur, casser la conscience et faire que le patient respire plus par lui-même. Mais s'il respire plus par lui-même, qu'il est plus conscient, c'est-à-dire qu'il mange plus par lui-même. Donc on va lui mettre un tuyau dans le nez pour lui amener à manger dans l'estomac. Ça veut dire que il brosse plus les dents, ça veut dire qu'il se lave pas, donc il va falloir faire la toilette, le retourner. C'est-à-dire qu'il bouge pas dans son lit, il est comme euh, complètement endormi et donc il va commencer à faire des escarres, des thromboses. Il va faire tout ce qu'on appelle les complications de décubitus et on va augmenter ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire l'impact, les effets secondaires de notre thérapeutique à nous. Et ce qu'on a vu, c'est que effectivement, il y avait une iatrogénie très importante à intuber très précocement les patients. Et ça faisait aussi que ça venait comme emboliser complètement le système de santé parce que un patient intubé pour un Covid sévère allait rester en gros entre 3 semaines et un mois. Et nous, on l'a vu à Marseille parce que les équipes de Strasbourg, de Paris avaient commencé avant nous l'épidémie et que les équipes aussi de Bergame en Italie ou dans d'autres endroits avaient déjà eu ces recommandations, avaient déjà pris en charge. Et on voyait que les premiers malades qu'ils avaient pris dès les premiers jours, en gros, restaient 3 semaines à un mois. Mais c'est-à-dire que pendant le temps d'augmentation de l'épidémie, c'est-à-dire 3 semaines, un mois, son augmentation exponentielle puis sa redescente, eh ben, vous avez bloqué les lits dès le début et vous ne pourrez plus prendre les malades qui arrivent après. Donc vous allez prendre au début de l'épidémie les malades les plus graves, les plus sévères, donc quelque part les plus fragiles, les plus âgés, ceux avec le plus de comorbidité. Et puis vous allez remplir votre réanimation, mais vous aurez plus de place au bout de 2 semaines pour peut-être quelqu'un de 60 ans ou de 65 ans qui a moins de comorbidité, mais qui fait quand même un Covid sévère et qui aurait besoin de réanimation. Et ça, c'était évident pour moi que dans la gestion de flux, c'était complètement aberrant. Parce que un réanimateur, c'est un gestionnaire de flux. C'est quelqu'un qui passe son temps à être en afflux saturant de victimes par rapport à la capacité de soins dont il dispose. En gros, on a 12 lits dans un service de réa standard. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins, hein. Mais on passe son temps à essayer de faire sortir les gens pour prendre un nouveau patient et puis continuer à faire sortir et créer un turnover pour surtout pas se retrouver avec ah, mince, il y a 3 patients aux urgences et je peux pas les prendre. Mm. Parce que là, c'est une perte de chance. Or, on a vraiment mis en place tout ce qu'il fallait pour mettre en place une perte de chance, pour induire une perte de chance chez les malades avec un Covid sévère. Et ma grande surprise, ça a été qu'on n'a pas été en position de pouvoir remonter cette information, alors qu'on était de très nombreux réanimateurs partout en France à constater ça, à constater que il y avait ce problème avec l'intubation, mais il y avait le problème avec les humidificateurs réchauffeurs, il y avait le problème avec les conditions d'intubation d'isolement des patients. Il y avait finalement tout ce qu'on nous demandait de faire était faux. Il y avait un problème avec les thérapeutiques qu'on nous demandait de ne pas mettre en place. Vous devez pas utiliser d'antiviraux. Les corticoïdes, vous les utilisez à très faible dose, alors même qu'on a vu tout de suite que les corticoïdes avaient un intérêt dans cette phase inflammatoire d'orage cytokinique et que c'était une grande partie du traitement, Mm. mais qu'il fallait des doses suffisantes. Bref, il y a rien qui collait. Et dans le même temps, par contre, on nous autorisait à faire de la recherche sur des médicaments extrêmement novateurs ou à utiliser des médicaments dont on savait que c'était des médicaments inefficaces pour les avoir déjà utilisés dans des épidémies antérieures, notamment le remdesivir dont vous avez déjà entendu parler. Le Mais on a eu Rivotril aussi. Le Rivotril, bon, avec un but un peu moins. Alors le Rivotril, ouais, c'est encore autre chose. Là, c'est dans les EHPAD. On- un décret a été signé pour dire les équipes soignantes ont le droit d'utiliser le Rivotril, qui est une benzodiazépine, c'est un médicament anxiolytique, hein, mais dont l'effet secondaire principal, c'est de faire arrêter de respirer. Et c'est un médicament dont on utilise une sorte d'analogue qui s'appelle l'Hypnovel, le midazolam, dans les protocoles de fin de vie, pour accompagner la fin de vie. Et là, ce qui a été signé comme décret, ça a été, bah, oui, ok, les soignants, et y compris dans des contextes qui sont pas la réanimation, ont le droit de l'utiliser. Ça, c'était nouveau. C'est des médicaments qui sont réputés dangereux euh, et qui avaient une indication précise qui normalement est l'épilepsie. Et c'est pas aux mêmes doses. Donc là, d'un coup, on autorisait tout le monde à l'utiliser.
Et comment est-ce qu'il a été utilisé? Il a été utilisé pour aller voir les personnes âgées en EHPAD et dire, bon, si elle respire pas bien, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est probablement le Covid. On fait pas de test diagnostic. On cherche pas à savoir s'ils ont autre chose, une insuffisance cardiaque, une grippe, une pneumonie à pneumocoque. Pneumonie à pneumocoque, vous donnez de l'amoxicilline pendant 3 jours, c'est fini, hein. Euh, une insuffisance cardiaque, vous donnez du Lasilix à un peu plus forte dose ou des dérivés nitrés, c'est le traitement, c'est fini en 2 heures. Vous voyez? Donc, on n'a même pas cherché à savoir ce qui pouvait se passer. On a dit, bon, de toute manière, ils sont vieux, ils sont foutus. On va leur épargner des souffrances inutiles avec le Covid parce qu'on est sûr qu'ils ont le Covid. Et donc, on va leur donner des benzodiazépines pour soulager leur souffrance, pour ce qui leur reste à vivre, sans leur demander leur avis, sans demander l'avis à la famille, sans même chercher à savoir ce qu'ils avaient comme diagnostic. C'est extraordinairement choquant, hein. C'est vraiment une transgression majeure qui a eu lieu auprès de nos aînés pendant cette période, consistant à dire, bon, voilà, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, toute cette épidémie est tellement grave que il faut que on, on sélectionne qui on soigne et qui on soigne pas, et tous ceux qui respirent pas bien en EHPAD, de toute manière, ils allaient mourir dans quelques mois. Bon, on va les faire mourir encore un peu plus vite. À la fois, il y a eu ce protocole Rivotril dont on parle. À la fois, il y a eu le fait de les isoler, de dire, bon, au nom de les sauver, de leur protéger la vie, on va les mettre tout seuls derrière des bâches en plastique, leur interdire toute visite, ne plus permettre les réunions au sein de l'EHPAD. Euh, il y avait comme une incohérence là, comme une dissonance cognitive. C'est-à-dire, pour sauver les gens, vous allez les faire mourir de chagrin, de solitude et de tristesse. Alors même qu'il leur reste pas si longtemps que ça à vivre et que peut-être que le plus important ce serait que leur famille soit là. Ça a été très choquant. De même, on nous a interdit que les familles puissent visiter leur famille pendant le Covid dans les services de réanimation. Et ça, vous imaginez quelqu'un qui est très anxieux, l'ensemble des médias disent que c'est une maladie très grave, qui va peut-être mourir, il est isolé, tout le monde a un masque, habillé en cosmonaute pour venir le voir. Vous imaginez que dans la peau du patient, ce que ça fait, c'est terrible. Avec en plus un impact du Covid sévère sur le fonctionnement neuronal qui faisait qu'il y avait une sorte de confusion parfois. Avec les gens étaient avec une anxiété importante. Et vous rajoutez là-dessus le fait de ne pas pouvoir voir leur famille, de perdre tous leurs repères. C'est une descente aux enfers. C'est une descente aux enfers. Autant vous dire qu'on a transgressé cette recommandation, cet impératif des tutelles, et on a laissé les patients voir leur famille parce qu'on pensait que c'était le plus important. Enfin, donc voilà, si vous voulez, ce qui m'a mis en mouvement, c'est tous ces éléments-là surajoutés, et voyant que personne ne parlait parmi les réanimateurs. Et au bout d'un moment, j'ai entendu comme une petite voix dire, je m'agaçais derrière mon écran en disant, bon, il n'y a pas un réanimateur qui va l'ouvrir pour dire autre chose que ce que disent ceux qui sont sur les plateaux télé. Et je voyais personne, et puis j'ai entendu une petite voix dire, bah s'il y a personne, c'est toi. Voilà. Et ce qui a été étonnant, c'est que la prise de parole publique a été au fond très facile, très facilitée. J'ai tout de suite eu des gens qui sont venus m'interviewer. Didier Raoult m'a demandé de passer au mardi de l'IHU pour parler de ce qu'était la réanimation au grand public. Et je suis rentré dans le jeu de la mise en scène publique des conflits que représente CNews, je sais pas quel média, et c'était une épreuve, quelque chose d'extraordinairement difficile. Parce que vous êtes comme invité à un dîner de cons, vous êtes là pour vous faire défoncer par 4 personnes qui vont vous rendre ridicule. Vous avez 1 minute 30 pour en placer une et essayer de dire quelque chose d'intelligent. Si c'est trop technique, ça va pas être compris. Si c'est trop flou, bon, personne va rien comprendre. Et de toute manière, on va travestir vos propos. C'est-à-dire, on va essayer de leur faire dire l'inverse de ce que vous avez dit. Et je peux vous dire que moi, à chaque fois que je suis passé dans tous ces médias, j'ai mis 2 jours à m'en remettre, quoi, physiquement. Juste l'impression d'avoir été agressé. Alors, après le Covid, enfin après la phase de confinement, on nous a proposé les fameux vaccins ARN car selon les autorités sanitaires, il n'y avait pas de traitement pour traiter le Covid. Hormis, Raoult qui a été traité de charlatan avec l'hydroxychloroquine. On se rappelle aussi de l'article dans le Lancet qui a finalement été annulé. Car il disait qu'en gros l'hydroxychloroquine était dangereux. Donc les vaccins sont arrivés et aujourd'hui encore en France, on nous dit que les vaccins sont sûrs et efficaces. Le ministre de la Santé l'a encore annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors il y a plusieurs éléments dans votre question. Le premier, c'est cette falsification de la science qu'avait fait dire à Kamran Abbasi, le rédacteur en chef de la revue British Medical Journal, qui est une revue très connue, un petit peu au même rang que le Lancet ou le New England Journal of Medicine, qui ont un grand prestige, on va dire, résiduel, même si on a vu qu'elles se sont toutes vautrées dans la boue ces dernières années, qui a dit COVID-19, politicization, corruption and suppression of science. Ça veut dire COVID-19, corruption, suppression de la science et politisation. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Un éditorial qui était tout à fait euh, clairvoyant sur ce qui était en train d'arriver. Et c'est important que vous en reparliez parce qu'il y a comme une amnésie à mesure, comme si les gens avaient déjà oublié ce qui s'est passé. Mais effectivement, des articles ont été publiés qui ont justifié l'interdiction de certains produits, en l'occurrence l'hydroxychloroquine, vous en parlez, et l'article qui a servi à Olivier Véran pour l'interdire en France, un article qui a paru dans le Lancet, publié par quelqu'un qui s'appelle Mera, et qui concluait sur 96 000 patients que l'hydroxychloroquine était très toxique et tuait les gens à hauteur de 10%. Tous les fact-checkers s'en sont emparés, tous les no-fake med ont dit, ah, vous voyez, Raoul dit de la merde, etc. Euh, Sauf que cette étude était évidemment un faux grossier. Et on l'a tous dit une fois qu'on l'a eu lu, hein, c'est-à-dire c'était 96 000 patients inventés. Et elle a été rétractée dans les 3 semaines qu'on suivi. Par contre, la loi est restée. Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, vous n'avez pas le droit de le prescrire, pas le droit de faire de la recherche dessus. Et là, il y a eu pour moi comme un moment d'apocalypse. Ça voulait dire, mais que servent nos gouvernements? Qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'incompétence, c'est de la méconnaissance. Qui sont leurs conseillers? Parce qu'on essaye de leur dire, il y a quelque chose qui va pas. Et il y a quelque chose qui va pas même éthiquement. Dans un moment de guerre où vous savez pas, où vous êtes face à une nouvelle maladie, toute nouvelle arme serait intéressante. Et il se trouve que même si on parle pas d'hydroxychloroquine, d'ivermectine, bah dans la phase grave, aiguë d'orage cytokinique, la deuxième partie du Covid, on va dire, hein, des corticoïdes, l'oxygénothérapie, l'anticoagulation, tout ça sauvait des vies. L'antibiothérapie d'une surinfection potentielle, tout ça sauvait des vies. C'était déjà des traitements efficaces. Et puis dans la phase préventive, on va dire, avant le Covid, en sachant renforcer l'immunité, ce que font tous les généralistes d'habitude, passe par vitamine C, vitamine D, zinc, etc. Mais ça avait été dit, et y compris par l'Académie de médecine et par plus de, je crois, 13 sociétés savantes d'endocrinologie, etc., en disant, mais il faut recharger les Français en vitamine D. C'est un énorme cofacteur de l'immunité. Les gens qui ont un déficit en vitamine D ont des formes graves. Nous, on l'avait vu, hein, on avait dosé la vitamine D, tout le monde l'avait vu. Ceux qui avaient les formes les plus graves, c'est ceux qui avaient les plus gros déficits en vitamine D et les plus gros déficits en zinc. Et par ailleurs, c'est un traitement qui coûte que dalle, qui est hyper facile à mettre en œuvre, et il n'y a pas de difficulté particulière. Ah, mais c'est peut-être ça le problème, c'est que ça coûte que dalle, et que c'est pas difficile à mettre en œuvre. Donc on nous allait rechercher, moi j'ai publié hein, sur les anti-IL-1, le Kineret, des molécules qui sont à 1500 € la dose, enfin vous voyez des trucs comme ça, le tocilizumab et tout ça. Mais par contre, d'autres traitements, on nous a même pas laissé en parler, ni même chercher, ni même conclure qu'ils avaient un intérêt. Et là, j'ai même pas parlé de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine, et de l'azithromycine. Pourquoi j'en ai pas parlé et je vous en parle toujours pas? Parce que je suis toujours poursuivi par le Conseil de l'ordre pour ça. Le Conseil de l'ordre a fait appel de sa propre décision où il m'a suspendu pendant 3 mois en disant la peine n'est pas assez grave. Louis Fouché a défendu l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, c'est insupportable. Et ce qui est marrant, c'est qu'en 2024, l'année dernière, le Conseil de l'ordre, dans ses griefs, continuait à citer l'étude de Mera et Alter du Lancet qui a été A rétractée. été rétracté. Et donc là, vous vous dites, mais c'est incroyable. On est dans un monde où nos tutelles sont complètement prolétarisées, c'est-à-dire ils savent rien sur le sujet, ils veulent rien savoir, et ils jouent la partition des laboratoires pharmaceutiques sans, peut-être même s'en rendre compte, d'une manière étonnante. Donc effectivement, c'est un énorme scandale que celui de l'hydroxychloroquine, que celui de l'ivermectine. Peut-être qu'il faudra 30 ans pour qu'on arrive à faire jour là-dessus, sur la perte de chance qui a été induite pour les patients. C'est juste gigantesque. Donc ça, c'était la première partie de votre question sur cette idée que, bah oui, il y a eu des fausses articles, on a interdit certaines thérapeutiques, etc. Et la deuxième partie de votre question, si vous voulez bien me la rappeler. La deuxième partie, c'était, on dit aujourd'hui que les Ah vaccins oui, sont les sûrs et vaccins. efficaces. Voilà, alors la deuxième partie est évidemment articulée avec la première parce que les vaccins anti-Covid à ARN messager ou avec vecteur adénoviral et ADN n'ont reçu que des AMM conditionnels.
Une AMM conditionnelle, c'est quoi? C'est une AMM allégée en urgence parce que pourquoi alors on peut faire ça? Pourquoi on fait pas le protocole habituel des 10 ans de recherche que tout le monde avait dans la tête, c'est-à-dire un vaccin, c'est 10 ans, on fait des petits groupes, puis des groupes un peu plus gros, on regarde, on est sûr qu'il n'y a pas d'effets secondaires majeurs, etc. Non, là, non, là, en quelques mois, on a avalisé, en 6 mois à peu près, on a avalisé des produits qui correspondaient à rien de ce qui avait été utilisé jusqu'ici. C'est-à-dire des ARN messagers, des nanoparticules lipidiques qui les entouraient et qui n'avaient jamais été utilisés chez l'homme jusqu'ici, et le tout comme une lettre à la poste, sans aucun problème. Pourquoi la justification, c'était il n'y a pas de traitement efficace. Et maintenant, vous comprenez. C'est-à-dire, il faut pas qu'il y ait de traitement efficace. S'il n'y a pas de traitement efficace, c'est une énorme paille dans l'engrenage de la machine à milliards de développement des vaccins. Et donc, vous comprenez bien que le Didier Raoult, le Pierre Corry aux États-Unis, le Fouché, ils viennent gripper la mécanique bien huilée du hold-up permanent des fonds publics par l'industrie pharmaceutique, nous promettant une nouvelle poudre de perlimpinpin qui va tous nous sauver. Mais vous savez, c'est comme euh, c'est comme sur le marché au Moyen Âge, quand il y a quelqu'un qui arrive avec sa fiole et qui dit j'ai un remède génial, et puis il a un comparse qui fait semblant de boiter, qui prend le truc, qui dit ah ça y est, je remarche, et puis tous ceux qui disent non mais il boitait pas, et puis de toute manière il y avait d'autres traitements, et ça on leur donne des coups parce qu'il faut vendre le remède miracle. Là c'est exactement la même chose, hein, ce qui s'est passé. C'est on vous a focalisé le cerveau en disant rien ne fonctionne, on va tous mourir, c'est terrible. La seule solution, c'est le vaccin. C'était très bien explicité par un ami et collègue qui est professeur de sociologie et qui est directeur de recherche au CNRS, qui s'appelle Laurent Mucchielli, qui a écrit plusieurs livres, qui s'appellent La doxa du Covid. Cette doxa du Covid, c'est ça, c'est la pensée dominante autour du Covid, qui est le récit dominant. C'est pas seulement le récit dominant, c'est le récit des dominants. Et il vous est imposé et il n'y a pas de contradiction possible. Donc tous ceux qui diront quelque chose de différent seront censurés. Ils auront leur chaîne YouTube fermée, ils auront leur chaîne Facebook fermée. Les conditions de la communauté sur Twitter, à l'époque, hein, sur LinkedIn vont faire qu'on va fermer leur compte. Ça nous est arrivé. On a eu tous nos comptes fermés. Tous les groupes qu'on a essayé de réunir, y compris sur des réseaux qui paraissaient plus libres comme Discord, euh, qui est normalement un truc de gamer, hein, mais qui servait aux gilets jaunes à s'organiser, bah, nos réseaux ont été fermés systématiquement. Parce que on parlait de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine. Pour moi, c'était vraiment une surprise. Enfin, je sais pas comment dire. Jusqu'ici, j'étais un bisounours. Moi, je pensais pas qu'il y avait des enjeux si importants que ça. Je pensais qu'évidemment, on pouvait parler de ce qui marchait, de ce qui marchait pas, des traitements, et que c'est au contraire, c'était le moment ou jamais. Et qu'en plus, c'était le rôle du réanimateur, qui est toujours celui qui garde la tête froide dans une situation d'urgence. Toujours celui qui remet en place la hiérarchie des nécessités. Tout le monde est en train de paniquer, il y a un arrêt cardiaque. Le réanimateur, celui qui reste cool, dit attends, tu lui as vidé la bouche, on met le massage cardiaque en place. Il est où le défibrillateur? Va me chercher de l'adrénaline. Toi, tu fais ça et dans tel ordre. Et ça, c'est mon métier en gros, c'est de rester calme à ce moment-là. Puis la panique totale, tout le monde, mais panique orchestrée à l'évidence. Donc voilà. Donc les vaccins, on n'ont eu que cette AMM conditionnelle qui depuis est devenue une AMM complète, mais sans jamais qu'aucun des critères qui normalement nécessitaient qu'elle devienne une AIMM complète soit mis en place. Et donc actuellement, tous les développements d'ARN messager ou de produits de ce genre-là sont justifiés par cet AMM conditionnel, enfin cet AMM et cet AMM conditionnel qui ont été donnés au moment du Covid. Et actuellement, il y a allez, plus de 60 produits dans le pipeline en termes de recherche sur les ARN messagers pour le Covid, mais pas seulement le Covid, pour plein d'autres choses. C'est comme si le moment du Covid avait servi à renouveler en gros le process industriel et marketing autour des vaccinations, mais pas que des vaccinations, pour aller mettre sur le marché ces ARN messagers. Mais on a un problème là, c'est que vous dites que nos tutelles disent qu'ils sont sûrs et efficaces. Vous avez raison, ils disent ça. Et ils continuent à le dire. On reçoit régulièrement des mails DGS urgence et Direction Générale de la Santé urgent en disant la doctrine vaccinale a changé, il faut faire ci, ça. Et donc on continue à nous dire là, en plein été, il faut vacciner les femmes enceintes, les sujets fragiles, les personnes handicapées, etc. Les personnes immunodéprimées. Mais tout est faux là-dedans. Tout est faux. C'est-à-dire, je prends un risque en disant ça là publiquement, hein, parce que vous savez qu'il y a une loi qui est passée comme quoi on n'avait pas le droit de contredire. Mais là, pour moi, c'est tellement choquant que je dois être un lanceur d'alerte sur ce sujet. C'est complètement faux. Les vaccins ARN messager anti-Covid on appelle vaccins, mais on pourrait les appeler injections et beaucoup de discussions, parce qu'ils ils sont pas du tout comme des vaccins traditionnels. Sont au niveau qualitatif déjà complètement différents de ceux qui ont été utilisés dans les études Princeps. Il y a eu un premier process de fabrication, puis un deuxième process de fabrication. Pourquoi? Parce que, en gros, vous avez le proto,
Puis après, vous avez la phase industrielle, quoi. Il faut le donner à 7 milliards de personnes fois X doses. Et donc là, le proto, ça coûtait cher à faire. Et donc, l'industrie pharmaceutique a dit, bon, on doit passer en phase industrielle, on va faire autrement, on va faire un truc un peu moins cher, et ouais, mais moins qualitatif. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris ce qu'ils savaient déjà faire, c'est-à-dire plutôt que de faire de l'ingénierie génétique complexe, ils ont pris des plasmides à ADN, ce sont des ronds d'ADN, qu'on met dans des bactéries, et les bactéries, naturellement, c'est comme ça qu'elles multiplient l'ADN et qu'elles se l'échangent. Et donc, ils se servent en gros d'un bain de bactéries, qui sont des Escherichia coli, hein, c'est les bactéries de notre tube digestif, en gros, un bain de merde, si vous voulez faire simple, hein, dans lequel ils mettent leurs produits. Bon, ça vous donne une idée sur le produit quand même, comment je le vois. Et ils le font reproduire. Et ensuite, on est censé épurer tout ça, ne garder que l'ADN, et puis le transcrire en ARN et ne garder que l'ARN et surtout enlever l'ADN. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'on retrouve de l'ADN dans les produits finaux. Ça, c'est pas normal. Normalement, on doit en retrouver moins de 0,003% du matériel génétique général du produit. Certaines équipes vont jusqu'à en trouver jusqu'à 30%. Mais alors, vous allez dire, oui, mais c'est pas un problème, l'ADN, pas un souci. Si, c'est un gros problème. L'ADN, il est oncogène, c'est-à-dire qu'il favorise le cancer. Euh, il, il- il a un potentiel à s'intégrer dans votre ADN beaucoup plus important que l'ARN. L'ARN, il faudrait qu'il se rétro-transcrive en ADN et ensuite il pourrait se mettre dans vos cellules. Vous allez dire, mais c'est pas grave qu'il se mette dans nos cellules. Mais si, c'est grave qu'il se mette dans vos cellules. Parce que cet ARN, il code pour une protéine qui s'appelle Spike. Et Spike, c'est une toxine. C'est-à-dire quelque chose de toxique pour votre corps. Et l'enjeu, c'est que normalement, vous produisiez des anticorps contre cette toxine, que vous la, l'annihiliez, quoi. Enfin, vous arrivez vous réussissez à la chélater. Et que ensuite, votre corps dégrade l'ARN messager, que vous produisiez plus de spike, mais par contre, vous allez garder les anticorps. Et donc, si spike vient dans votre corps parce que vous avez le Covid, là, vous aurez des anticorps anti-spike. Spike, c'est la protéine de pointe qui est sur la tête qui forme la couronne autour du vaccin. Euh, Là, en l'occurrence, si vous continuez à produire spike, ça veut vous allez dire que vous allez non-stop activer votre immunité contre ce spike. Vous n'allez pas juste garder une mémoire. Vous allez continuer de manière active à mettre votre immunité contre ce spike. Vous allez épuiser votre immunité qui va se transformer en une espèce d'immunotolérance, c'est-à-dire qu'elle, tout le reste, elle va pas le voir. Elle va être tellement concentrée là-dessus que votre immunité va comme s'épuiser sur ce sujet-là. Ensuite, Spike va continuer à être produite, mais Spike c'est une toxine qui a des propriétés pro-inflammatoires, pro-thrombotiques, elle fait des caillots, elle favorise de très nombreux mécanismes de amyloïdes, c'est-à-dire qu'en gros, la protéine Spike est mal dégradée par votre corps, et donc elle devient des espèces de petites fibrilles qui ne sont jamais mis à la poubelle. On ne sait pas comment les mettre à la poubelle. Donc on les fout dans un coin. On les fout dans un coin dans le sang. Là, ça fait des caillots très particuliers. Le sang, les plaquettes viennent s'agglomérer dessus et ça fait des caillots très particuliers que retrouve l'éthanatopracteur en disant mais c'est pas normal, hein. D'habitude, on n'a pas ces caillots chez les morts. Mais ça veut dire que ça va boucher plein de petits vaisseaux dans votre corps. Des vaisseaux dans votre cerveau, dans votre cœur, dans vos reins, dans votre foie. Donc faire des AVC, des infarctus rénaux potentiellement, ou des souffrances. Si ce n'est pas des infarctus massifs, ce sera comme une souffrance continue. Et les gens qui ont mis en évidence que des personnes avaient des D-dimères, un marqueur dans le sang, justement de plein de petits thrombis comme ça, de petits caillots qui se font dans les petites capillaires, montrant une souffrance des tissus. Enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails trop techniques, c'est moi, vous me lancez sur un truc technique, mais pour vous dire, le produit au niveau qualitatif aurait déjà dû être retiré du marché 50 fois parce qu'il n'est pas conforme aux données fabricants elles-mêmes. Ça veut dire, je vais donner un parallèle. Vous prenez le moindre camembert fabriqué au lait cru au fin fond des Alpes. S'il n'est pas exactement comme il faut, s'il y a une bactérie qui traîne, on le retire du marché, on rappelle le lot, on envoie des mails à tous les gens qu'on a acheté chez Leclerc. Et, et- mais là, c'est pas le cas. On prévient personne. On prévient pas les médecins. On prévient pas les pharmaciens. Les tutelles institutionnelles masquent le sujet alors même qu'elles ont normalement un devoir d'information auprès du grand public et auprès des personnels soignants. Là, il n'y a aucune de ces informations qui est faite. Ça fait que dans notre groupe, les enfants d'Hippocrate, il y a cette idée de l'information qui est prégnante. C'est-à-dire, soyez au courant de ce que vous vous êtes injecté. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est un sujet qui est comme impossible à aborder. La plupart des gens, ils veulent pas en entendre parler. Il y a un déni, il y a un tabou. Et aujourd'hui, maintenant, quand je parle des vaccins avec des collègues, avec des gens dans l'étude institutionnelle, je commence par dire l'immense majorité des gens ira bien. Voilà.
Ça n'empêche pas que le produit est toxique. Mais c'est comme s'il fallait ratifier. Je leur dis à ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a sûrement des gens vaccinés, l'immense majorité des gens y revient. Ça veut pas dire que c'est un bon produit, ça veut pas dire que ça marche, ça veut pas dire que c'est pas toxique, ça veut dire l'humain est costaud. Il arrive à se débrouiller globalement, même quand la merveille du vivant, c'est qu'il arrive à survivre malgré tout. Mais ça me rend optimiste sur la vie, hein. Euh, mais en gros, c'est un produit qui n'est pas qualitatif. En termes d'efficacité, donc que le pass était nul et non avenu, que la suspension des soignants suspendus était nulle et non avenue, que le fait de faire peur à tout le monde, de faire chier tout le monde avec des tests, etc., s'ils n'avaient pas de vaccin, parce que de toute manière, le vaccin ne prévient pas la transmission, il n'y a eu aucune étude sur le sujet. Ensuite, le fait que ça sauve les personnes âgées, les formes graves, etc., il y a des études contradictoires sur le sujet, et la plupart de celles qui concluent qu'il y a quelque chose, en fait, sont frauduleuses. Et par contre, la plupart du temps, on se rend compte que bah, non, ça sert à rien. Donc en gros, c'est un truc qui sert à rien, qui est non qualitatif et qui en plus est toxique. C'est le dernier point dans ces trois points. Qualité, efficacité, toxicité. Dans l'évaluation d'un médicament, c'est comme ça qu'on fait, hein. Qualité, efficacité, toxicité. C'est toxique. On a plus d'1,6 million notices d'effets secondaires qui ont été signifiés au VAERS, c'est le registre américain, à Eudravigilance, le registre européen. Là-dedans, il y en a plus de 25% qui sont graves, c'est-à-dire qui nécessitent hospitalisation ou traitement au long cours. Euh, c'est c'est du jamais vu en fait dans l'histoire d'un produit de santé. C'est que d'habitude vous avez trois morts, deux morts, tout le monde fait oula, attends, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. On retire le truc du marché, on va voir après. Surtout quand la maladie est pas très grave. On a donné ces vaccins à des gens en bonne santé pour une maladie qui, pour l'immense majorité des gens, n'est pas très grave. Je rappelle juste ça, hein. La létalité du Covid, c'est 0,003% chez les personnes de moins de 70 ans. C'est-à-dire tous les gens de moins de 70 ans, en gros, ils ont un risque complètement marginal de mourir du Covid. Alors après, il y a le risque du Covid long, etc. On pourrait en discuter avec les gens qui ont eu des Covid longs. Mais la prévention du Covid long, c'est pas de vacciner les gens, c'est de traiter la maladie. C'est de les soigner avec les produits qu'on avait à disposition. Enfin, donc tout ça pour vous dire qu'il y a une espèce de gigantesque mensonge et de déni collectif. Et je vais juste vous donner un repère, une anecdote. Mon épouse travaille à l'hôpital. Chaque fois qu'on discute d'un jeune de 25 ans qui fait des thromboses multiples, qui vient de mourir d'un AVC multiple et tout, alors là, il y a un staff, il y a une discussion. On discute, mais alors qu'est-ce qui se passe? Ou quelqu'un qui fait un troisième cancer à 35 ans, on ne sait pas pourquoi, tout ça. Ou quelqu'un qui a une maladie neurodégénérative à un âge qui est pas normal, par exemple un Parkinson ou des choses comme ça. Là, tout le monde se réfléchit, se gratte la tête, dit, il faudrait chercher tel auto-anticorps, telle maladie de l'espace, le mouton à cinq pattes qui n'existe pas. Alors à chaque fois, il répond, ouais, mais on a déjà cherché, on n'a rien trouvé. Mystère. Tout le monde est là. Quel mystère? Puis en général, ils se tournent vers mon épouse, Carole. Ils font, qu'est-ce que t'en penses, Carole? Et puisqu'elle va donner son avis comme les autres soignants. Et Carole dit, vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense? Et là, tout le monde baisse la tête et dit, non, non, ça va, on passe à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'ils savent qu'elle va parler des vaccins, des effets secondaires des vaccins, mais ils veulent pas savoir. Et Mm. ça, c'est le problème majeur auquel on est confronté aujourd'hui, hein. C'est qu'en France, il y a vraiment une omerta, votre chaîne porte bien son titre, hein, sur cette question des effets secondaires des vaccins anti-Covid. C'est comme si on avait créé un tabou, quelque chose dont on n'a pas le droit de parler, une sorte de maladie honteuse, et ça rappelle au fond des histoires d'inceste familiaux. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un avait le malheur de reconnaître que peut-être oncle machin a abusé de Jennifer ou de je sais pas qui, mais ça foutrait toute la famille en l'air. Et donc, on va jamais en parler. Mais tout le monde le sait, hein, en trame de fond, doucement. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Il y a un tabou. Là, c'est exactement pareil. Tout le monde sait qu'ils se sont fait blouser sur cette histoire de vaccin anti-Covid, que c'était une énorme escroquerie. Mais personne ne veut aborder le sujet, parce que ça voudrait dire que toute notre société est malade, que nos tutelles institutionnelles sont à un niveau de corruption absolument, ou d'incompétence, et les deux, en fait, hein, à mon avis, absolument abyssal vis-à-vis des questions de santé, qu'ils se permettent d'établir des obligations sur des choses où ils n'ont aucune maîtrise du risque. euh, bon, bah, ça veut dire qu'il faut mettre un grand coup de balai dans la fourmilière. Il y a pas grand monde qui est prêt à le faire, hein. Alors justement, vous dites que cette période, vous évoquez cela comme c'est arrivé dans une société, un monstre totalitaire.
Et vous indiquez également que par contre, cette période est propice à faire face à nos peurs dans votre livre, votre dernier livre, Traverser la peur, je crois. Traverser la peur, l'Odyssée du réel, ouais, traite Exactement. clairement de cette question de la peur dans notre société. Hannah Arendt avait tenté de donner des tonalités émotionnelles aux différents régimes politiques, en disant bah, la démocratie c'est plutôt ci, la République c'est plutôt ça. Et euh, la terreur, c'est la caractéristique des régimes totalitaires. C'est-à-dire que on est comme entretenu dans une terreur permanente. C'est même plus la peur, c'est la terreur. La peur, à la limite, pouvait vous aider à vous mettre en mouvement, vous aider à vous battre. La terreur vous fixe sur place. Vous êtes comme sidéré par le niveau de violence qui est en cours. Et bah voilà, et c'est le rôle du terrorisme, hein, le terrorisme, bien souvent. Aujourd'hui, on est comme dans un terrorisme collectif d'État institutionnalisé. Vous regardez les médias, c'est la guerre nucléaire, on va tous mourir, le changement climatique, on va tous brûler dans les flammes de l'enfer parce que ça se réchauffe. Et en plus, c'est ta faute, c'est toujours ta faute. Euh, Le donc il y a à climat, la fois la terreur et la culpabilisation. Et ouais, le climat, la culpabilité, les problèmes de santé, les problèmes d'immigration, tout est. Oh là là, notre système vacille de tous les côtés. Certains sociologues parlent pour tenir une société ensemble, de protension collective positive ou de protention collective négative. C'est quoi? C'est un mot un peu compliqué pour dire protension, ce vers quoi on a envie d'aller, ensemble, pas tout seul. Euh, et positive ou négative. Normalement, il faut quelque chose de positif. Positif, c'est un récit commun qui donne envie, quoi. Waouh, on y va, on va faire un monde plus beau, on va prendre soin de nos personnes âgées, on va prendre soin des enfants, on va les rendre plus libres, plus intelligents, et puis nous, on va gagner en liberté, en autonomie, en responsabilité, en entraide. Donc ce récit, il peut s'appeler communisme, il peut s'appeler euh, christianisme, peu importe en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça donne envie et qui portent des valeurs fortes pour une société qui permettent de l'unir. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de récits positifs, de protension collective positive? Bah, parce que là, actuellement, il n'y en a plus hein, dans notre société. On a l'impression d'être vraiment en fin de règne, la lumière qui vacille doucement, on se cramponne, on était le pays des droits de l'homme, tout le monde se cramponne sur une espèce de passé un peu illusoire, sans même très bien savoir ce que ça veut dire, ou avoir vraiment étudié la période des Lumières ou de la Révolution française. Et donc en lui faisant dire ce qu'il espérerait, voilà, comme si la parole était un peu performative, on va dire. Et, mais il y a plus vraiment d'aspiration collective. L'écologie est devenue positive, hein. Euh, et donc, il n'y a plus qu'une aspiration individuelle qui est flattée. C'est toi tout seul derrière ton téléphone portable, tu auras tous les pouvoirs si tu as le bon abonnement. Et hybride-toi à la technologie, tu ne risqueras plus rien dans cet idéal transhumaniste où enfin, avec toutes les bonnes applications, tu peux ouvrir toutes les portes, remplir toutes les missions impossibles et être le startup toi-même dans la startup nation, dans le startup world. C'est en gros ça qui nous est... Mais c'est pas désirable. Plein de gens, une fois qu'ils ont goûté ça un petit peu, bon, ouais. Finalement, je vais boire un coup avec mes potes, ça cassera pas des briques, aura peut-être pas des super pouvoirs, mais je passerai un meilleur moment, quoi. Parce qu'au fond, c'est ça la vie, quoi. C'est d'aller voir ma vieille mamie, de jouer avec mes enfants et d'aller voir les copains. Euh, et qu'au fond, vous pouvez avoir le meilleur métier du monde si vous le faites tout seul ou avec des connards. Euh, c'est bien moins intéressant que si vous allez balayer les rues avec des copains. Où là, vous allez peut-être passer un bon moment, même si au fond, vous faites juste que balayer la rue, quoi. Euh, et là, il y a comme une méprise dans notre société, c'est de se cramponner autour de cette protention collective, protention individuelle, possiblement positive, mais qui nous exproprie parce que ça veut dire que on ne pourra atteindre à cet idéal que si on passe par un intermédiaire, que sont les multinationales de la tech et de la data. Donc ça y est, en gros, on s'est mis à genoux devant un nouveau Dieu qui est celui-là. Qu'est-ce qui reste encore quand il n'y a plus rien qui nous unit? Ben, la peur d'un ennemi. Il faut désigner un ennemi à l'extérieur. Parce que s'il y a un ennemi, là, on peut rester entre nous bien paranoïaques. On voit certains pays qui sont rentrés dans une sorte de paranoïa où tous les pays autour sont des ennemis et des dangers. Il faudrait les attaquer, il faudrait les attaquer préventivement. Voilà, je prends pas d'exemple, mais vous suivez mon regard sur l'actualité. C'est que aujourd'hui, on a cette tendance-là à avoir peur de tout ce qu'il y a autour. Et au fond, maintenant, si vous êtes dissident au système d'une quelconque manière, que vous soyez communiste, anarchiste, écolo modéré, décroissant, que vous soyez de droite réactionnaire, identitaire, ou je sais pas quoi, de toute manière,
vous êtes un danger pour le système, vous répandez des fausses nouvelles, donc vous êtes un prophète de malheur, en gros, et à la fin, on va vous classer, vous avez discuté avec Dieudonné et Soral, en gros. Puis là, ça y est, vous êtes diabolisé une fois pour toutes, plus personne ne vous parlera, et vous êtes d'extrême droite. Et tout le monde devient d'extrême droite. Et c'est une des discussions que j'avais beaucoup de mal à avoir avec mes copains de gauche, on va dire, dont j'ai fait partie, hein. C'est que ces clivages sont devenus comme non opérants. Maintenant, c'est une désignation de bouc émissaire tout autour pour espérer rester bien blotti entre nous en récitant son credo, je crois en réchauffement climatique, je crois en Covid, je crois en ce que vous voulez, quoi, en wokisme inclusif, je crois. Voilà. Et si jamais vous avez le malheur de dire un mot de travers sur un seul de ces éléments du credo, Mm. ah, vous êtes excommunié Ouais. parce que vous y croyez pas. Quoi? Tu ne crois pas au changement sexuel comme la panacée de la dysphorie de genre? On peut discuter, il y a peut-être d'autres voies. Non, 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 à quoi? Vous êtes excommunié, quoi. Et vous êtes d'emblée taxé d'être un fasciste d'extrême droite. Donc c'est très délicat parce que là, il n'y a plus de parole publique. On peut plus parler. C'est une des caractéristiques de la terreur et des moments de peur, c'est qu'ils forgent des religions forge des religions, et la religion transhumaniste en est une. C'est une proposition religieuse, pas une proposition spirituelle. Proposition religieuse. Il faut que vous entonniez le refrain tous ensemble, que vous croyez en ci, ça, et vous avez le droit de continuer à faire partie de la société. Je crois en vaccin ARN messager. Hein, si j'y crois pas, moi. Et moi, je sais pas que j'y crois ou j'y crois pas. J'ai lu les AMM conditionnels. J'ai lu les études sur le sujet. Et donc, j'ai fait partie avec d'autres, hein, de ceux qui ont dit non en tant que soignants. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Vous avez suivi qu'il y a eu la loi de suspension du 5 août 2021 qui a dit ben, ils sont suspendus sans salaire, sans pouvoir aller à Pôle emploi, sans possibilité de postuler à un autre boulot, parce que moi j'avais un contrat d'exclusivité avec l'hôpital public, sans possibilité même d'aller au Resto du Cœur. Les Restos du Cœur disaient vous n'avez pas le droit de Ouais. venir Ouais. parce que vous ne croyez pas au vaccin. Vous êtes des anti-vax. Là encore, hein, c'est risible. Je suis plus vacciné que, allez, on va dire 95% des gens qui nous écoutent dans cet entretien. En tant que médecin de réanimation, je me suis chopé plus de vaccins que vous tous, quoi. Donc, me traiter d'antivax, c'est proprement étonnant, quoi. Bah si, comme on est à 2, 3, 4 doses de différence sur le vaccin anti-Covid, moi je suis antivax, mais pas vous. Mais bon, ça c'est étonnant. Donc, il reste que les protensions négatives, et ces protensions négatives collectives, elles prennent une place. C'est la désignation de l'ennemi, on l'a dit, mais c'est aussi tous les interdits, les confinements, les barrières. Et vous avez remarqué que dans notre société, on est de plus en plus soumis à des réglementations dans tous les sens qui nous interdisent ci ou ça. Aujourd'hui, le moindre entrepreneur qui veut faire sa boutique, son resto, son entreprise de ci ou ça, il a 17 administrations au cul qui viennent lui pomper fiscalement, réglementairement l'énergie. Et en gros, il peut plus. À tel point que beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui s'en vont, fuient au Qatar, au Bahreïn, en Estonie ou en Suisse, parce qu'ils ne peuvent simplement plus faire ce qu'ils avaient envie de faire dans notre pays. Euh, je vous prends un dernier exemple là-dessus, qui pourrait être un peu une sorte d'image d'Épinal, mais dans les Calanques à Marseille. Donc je vis à Marseille, hein. Le palmier est faux, hein, pour ceux qui y croyaient. Je vis à Marseille. Et les Calanques sont devenus un parc national. Alors, au début, moi, je dis, ah, c'est chouette, super, on va défendre l'écologie, formidable. En fait, depuis toujours, il y avait plein de petites assos qui géraient les calanques très bien, au fond. Assos de grimpeurs, de navigateurs, de kayakistes, de marcheurs. Tout ça se passait en bonne intelligence, mais d'un coup, tous les budgets ont été aspirés par une seule entité. Une seule entité paranoïaque en charge de défendre la lutte contre le dérèglement environnemental et le changement climatique et en charge d'éviter les comportements aberrants de certains. Et donc, on a vu arriver des cartes définissant les zones de navigation, ouais, avec des hachures dans un sens, des hachures dans l'autre, tout ce qu'on avait le droit de faire, pas de faire, mais avec un niveau de complexité, vous dites, mais ils ont rien à foutre, quoi, en fait. C'est tellement... parce que le moindre centimètre carré de la côte était cartographié pour dire, ah là, vous n'avez pas le droit de tirer les kayaks à terre, etc., avec des choses parfois même aberrantes. Et aujourd'hui, il y a des Zodiacs qui patrouillent là pendant tout l'été, où les gens du parc national des Calanques ont des armes. Ils ont un train de parler de voile et tout ça dans un environnement magnifique de gens qui font du snorkeling. Et dans le même temps qu'ils font ça, les bateaux de touristes passent à fond la caisse avec du kérosène, des énormes vagues d'étrave. Les boues rouges du canyon de Cassis, venant de l'usine de Gardanne, continuent à détruire tout le biotope, plein cœur de parc, sans que le parc ne s'en occupe du tout.
des bateaux de narcotrafiquants avec 15, 16, 17, 18 jeunes bourrés de Red Bull, vodka Red Bull et de cocaïne, avec l'air d'être des narcotrafiquants, clairement. Eux, quand le bateau des calanques passe, ils disent rien. Il y a la musique à donf, ils mettent le bazar, etc. Mais ils passent à côté. Et par contre, ils vont voir la petite famille en disant, oui, vous êtes un mètre trop à gauche, etc. Et, et vous êtes dans cette aberration-là d'une société hyper réglementée, tatillonne, qui est payée pour ça avec votre argent, hein, pour vous emmerder, détruire votre liberté, sans aucune mesure d'impact réel sur ce qui se passe, avec une, une réalité pratique sur la question environnementale qui est complètement fausse. C'est-à-dire le parc n'améliore rien en termes d'environnement et d'écologie, hein. Voilà, je donne l'exemple des boues rouges de Gardanne, hein. Et puis laisse faire la transgression massive et violente. Et là, vous avez, je trouve, une image un peu de notre société. Il s'est passé la même chose pendant les émeutes à Paris du match de foot. Il se passe la même chose pendant les Gilets jaunes. Vous allez vous faire défoncer si vous êtes Gilets jaunes, si vous êtes anti-Covid. Mais par contre, vous allez faire autre chose avec beaucoup de violence et il n'y a aucun problème. Euh, c'est- donc, c'est ce moment-là où, pour moi, la société se replie dans une sorte de fantasme totalitaire qui est un fantasme régressif de revenir dans le ventre de maman. C'est revenir dans un truc où tout est contrôlé pour moi, tout est réglementé. Le cordon ombilical me donne à manger, la température est régulée par le sang de ma maman, la musique, c'est le bruit de son cœur, tout va bien. J'ai pas à réfléchir, j'ai pas à regarder, j'ai pas à ressentir. J'ai juste à rester là tranquille, à flottouiller dans mon petit bain rose. Et donc il y a ce fantasme de retour à l'Éden perdu qui a été traité par de nombreux philosophes, poètes, hein. On voit les gens à un poème de Milton qui s'appelle Paradise Lost, en disant, mais c'est le destin de l'humain d'être accouché au monde. C'est ce qui est raconté dans l'Ancien Testament, hein, c'est que vous perdez le paradis, quoi. Vous êtes chassé de l'Éden, vous êtes à poil, bonne chance, il va falloir souffrir, connaître et le bien et le mal. Vous pouvez plus vivre dans l'irresponsabilité, vous allez connaître et le bien et le mal. Et qu'au fond, l'humain va chercher à recomposer tout le temps des sortes de paradis perdus dans son travail, dans sa famille, dans sa maison. Il va faire le nid pour toute la famille et tout ça. Mais la vie est têtue, elle est taquine, elle le repropulse dehors de sa sécurité. Il va perdre son boulot, il va se faire larguer par sa copine, ses enfants vont lui dire merde. Voilà, terrifiant quelque part. C'est terrifiant, c'est-à-dire on est comme condamné à errer. Alors il faudrait qu'on fasse vraiment un blocos grandiose où tout soit sécurisé, qu'on se réarme, qu'on se mette des règlements partout, qu'on interdise l'altérité et la différence pour être vraiment tous pareils. Mais tous les systèmes totalitaires, ils ont cette signature-là. C'est Giorgio Agamben, un penseur du totalitarisme, qui l'a écrit, hein, encore tout récemment. C'est l'indifférenciation. Dans les figures nazies ou soviétiques, vous voyez souvent cette montée de matière, souvent métallique, les sculptures, qui est ni un homme ni une femme, c'est une sorte d'androgyne. On lui met des ailes, c'est plus un homme ou un animal, c'est les deux à la fois. Il y a une espèce d'hybridation à l'animal aussi, non seulement intersexué, mais aussi interanimalé, interanimal. Et non spéciste, quoi, on va dire. Et, et, et ça, c'est les marqueurs des systèmes totalitaires. Moi, mon propos est de dire qu'on est dans un système totalitaire, même si effectivement ça ressemble pas à Xi Jinping ou Kim Jong-un, etc. Donc tout le monde va me dire, bah, vous allez trop loin, docteur Fouché. Mais mon propos, c'est de dire, mais attendez, est-ce qu'on repère un cancer quand il est multimétastatique et qu'on va tous crever? Est-ce qu'on repère un système totalitaire quand on est tous arrêtés pour aller dans un goulag, ou est-ce que on essaye de le dépister précocement quand c'est une petite tumeur, quand c'est tous les prémices d'un système totalitaire, on vous force à faire ci, on vous force à mettre ça dans son corps, on vous empêche de faire ça, on vous désigne comme un ennemi alors que vous étiez a priori un apparatchik du système, vous étiez médecin bien en place, non? D'un coup, vous devenez du jour au lendemain quelqu'un de non fréquentable. Moi, je pense qu'il vaut mieux le faire précocement, en être conscient et commencer à réouvrir ça, réouvrir le dialogue, réaccepter l'altérité. Et voilà, peut-être que je me trompe. Alors vous allez me dire, mais ça, c'est des considérations politiques. Ouais, effectivement, tout ce qu'on a fait a trait à des considérations politiques et éthiques. Et c'est une de mes casquettes. C'est-à-dire que moi, je suis médecin spécialisé en réanimation, mais je suis aussi spécialisé en éthique et en anthropologie. Et ce que je vois, avec le Covid, la vaccination et tout ça, ce sont des grands schèmes anthropologiques majeurs qui viennent nous forcer à réfléchir à nouveau frais à ce qu'est notre société. Alors justement, pendant le Covid, dans la société, il y a eu de nombreuses divisions entre les personnes, notamment entre les vaccinés et les non vaccinés. Est-ce que la clé ne serait pas de recréer du lien justement entre vaccinés et non vaccinés
pour éviter à l'avenir une nouvelle crise sanitaire? Moi, je pense que c'est une des clés, effectivement, cette recréation du lien, et c'est ce que j'ai cherché à faire ces dernières années. D'abord, en appelant à l'aide des gens venant de plein d'horizons différents. Donc, ça a donné lieu à la création d'associations, de groupes comme le Conseil scientifique indépendant, qui est cette agora de chercheurs, d'universitaires, de médecins, de pharmaciens, exempts de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Vous pouvez retrouver leurs émissions toutes les 2 semaines à peu près sur le canal Ad-hoc. Moi, j'ai la chance d'être le coordinateur technique de ce groupe, comme les enfants d'Hippocrate qui cherchent à recréer du lien. Les enfants d'Hippocrate, on n'est pas là pour gueuler contre le système. On est là pour essayer de faire se re-rencontrer des gens dans les institutions, la HAS, la Direction générale de la santé, la NSM, etc., des victimes d'effets secondaires, des scientifiques, des chercheurs et des médecins. Et essayer que tout le monde fasse émulsion ensemble pour remettre de la démocratie sanitaire en route. Mais donc effectivement, ça a été le but de ce qu'on faisait à chaque fois en disant mais le but c'est pas de séparer vaccinés non vaccinés, hein. Euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est le vaccin, mais demain, ce sera autre chose sur lequel on ne sera pas d'accord. Ce sera l'Ukraine, ce sera le Covid, ce sera la prochaine épidémie, ce sera Israël, Palestine, Iran. Si on cherche des sujets de division, on en trouve, hein. Il n'y a pas de problème. Et tout est fait pour ça. C'est quelqu'un qui s'appelle Gregory Bateson, de l'école de Palo Alto, qui est une école de psychologie américaine de Californie, qui avait modélisé ce qu'il a appelé la schismogénèse. Le schisme, vous savez, c'est la séparation, la genèse de la séparation. Et il a montré comment on faisait par la propagande pour monter des Hutus contre des Tutsis, pour monter des pro-vax contre des anti-vax, des pro-life contre des pro-choice, etc. Finalement, on peut nous couper les hommes contre les femmes, les transgenres contre les hétéros, j'en sais rien. Enfin voilà. Euh, Finalement, vous pouvez monter en permanence les uns contre les autres. La question, c'est essayer de retrouver quel est le point d'assemblage où on peut se retrouver. Le réflexe naturel de plein de gens autour de nous, ça a été de dire on ne parle pas du sujet. À quelque part, le déni, l'omerta, c'est une façon de protéger ce point d'assemblage. Parce qu'effectivement, il y a plein de gens que vous rencontrez dans la rue aujourd'hui, ils vous voient arriver à 250 mètres, ils font, oh purée, il va encore me gonfler avec ces histoires de vaccins, et ils préfèrent s'enfuir. J'ai eu l'expérience avec un collègue l'autre jour, il était en train de courir dans un parc où je marchais avec mes enfants, et il tombe sur moi vraiment en courant, et il me voit comme ça, et il panique, et à la fin, il dit ah, bonjour quand même, mais j'ai senti que c'était un vent de terreur pour lui de me rencontrer, de voir se confronter à la question, mais parce que bon, il n'a pas d'argument évidemment, hein, sur cette question des vaccinations anti-Covid. Pourquoi est-ce que vous pensez justement qu'il y a une terreur Donc telle? évidemment, ce que j'ai fait, c'est donner des antibiotiques. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont participé à quelque chose qui est de l'ordre de l'extraordinaire banalité du mal. Et s'ils doivent regarder ça en arrière, ça veut dire qu'ils admettraient de demander pardon, de dire je me suis trompé. Regarde, c'est très dur de demander pardon, d'admettre qu'on s'est trompé. Je veux dire, bah, pour vous, comme pour moi, comme pour eux, je pense pas qu'on soit différents les uns des autres, hein. C'est très très dur d'admettre qu'on s'est trompé. C'est encore plus dur dans une société du spectacle qui passe son temps à vous resservir vos erreurs. Et pensez aux hommes politiques ou femmes politiques, on passe leur temps à leur dire bah, tu vas payer pour la responsabilité de ce que tu as dit. Donc ils préfèrent rester dans un mensonge au fond. Plus vous avez le nez qui s'allonge, plus vous aurez peut-être pas à assumer la responsabilité et les conséquences de ce que vous avez dit. Mais ça participe d'un mouvement, d'une espèce de post-vérité, c'est-à-dire non mais j'ai pas dit ça. Ah, vous l'avez dit sur Rousseau, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Ah non, j'ai jamais dit quoi. Et le type va réussir à s'en convaincre. Parce que comme il n'arrive plus à changer le monde à l'extérieur, à dire je me suis trompé, excusez-moi, euh, pardonnez-moi, c'était une erreur, peut-être ça traduisait un certain irrespect ou j'avais pas été suffisamment éclairé sur la question des victimes d'effets secondaires. Euh, mais qui lui offre cet espace de pardon? Personne. Et il y a comme plus d'espace de pardon, au contraire, les gens cherchent vengeance en permanence pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit parfait tout le temps. Ça. Moi, je prétends pas que j'ai pas dit des conneries de temps en temps pendant le Covid, hein. Si ça se trouve, j'en ai dit et je veux bien qu'on me les resserve, qu'éventuellement je puisse demander pardon ou dire que je me suis trompé sur ces sujets-là. Donc la terreur, c'est ça, c'est de ne pas pouvoir être pardonné sur tous ces sujets et de devoir assumer sa responsabilité. J'ai laissé des personnes âgées mourir dans des EHPAD. J'ai fait que des enfants peut-être seront infertiles et malades pendant des années. J'ai fait que peut-être des gens ont des cancers qui devraient pas en avoir. Imaginez, c'est terrible, hein.
Donc pour moi, il y a besoin de recréer un espace de sécurité commun, ce socle, ce point d'assemblage dont je vous parlais. Et comment on fait ça? Je le cherche encore, hein, c'est pas facile. Je le cherche avec les gens parce que beaucoup de gens parlent de ça en me disant mais j'arrive plus à discuter avec mon fils, ma fille, avec mon frère, avec mon même au sein des familles, les gens se sont divisés, même au sein des couples. Euh, et ce que je vois, c'est qu'effectivement, peut-être pendant un certain temps, le déni, l'omerta sont nécessaires parce qu'ils permettent de dire ben, on va se voir pour parler des enfants, pour parler de ton boulot, pour parler du temps qu'il fait. Bon, pas du climat, hein, surtout pas, mais du temps qu'il fait, simplement, des choses comme ça. Euh, et que ça nous permet de nous dire bon, c'est ça le plus important. C'est ça qui nous, où on peut retrouver du lien inconditionnel. Quelque part, j'ai pris cet exemple plusieurs fois, mais dans mon entourage, je vis à Marseille et donc il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique du Nord. Et une des façons de se dire bonjour en Afrique du Nord, c'est de dire comment ça va la famille? La baisse, alhamdoulilah. Ça va. Comment ça va les enfants? La baisse, alhamdoulilah. Et puis on redemande à l'autre comment ça va les enfants? Ah, la baisse, alhamdoulilah. Et Dieu soit loué, tout va bien. Et j'avais un collègue avec qui on jouait à ratifier comme ça toutes les choses où ça va. Waouh, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Et ça pouvait durer 5, 10 minutes, des fois un quart d'heure à se serrer la louche avant d'aborder un quelconque sujet de contradiction. Je pense qu'on a besoin de ce moment-là où on se retrouve à repasser en revue qu'est-ce qui nous relie et qu'est-ce qui nous fait du bien. Et parfois, ça va être juste de boire un coup, juste de faire quelque chose ensemble, d'aller planter des tomates parce que c'est l'été, d'aller récolter du miel ou je sais pas quoi avec les abeilles. N'importe. Un truc physique qui est pas intellectuel, où on discute surtout pas et peut-être qu'au bout de la troisième bouteille de vin, on pourra dire, au fait, Gérard, on rediscute du Covid. Mm. Euh, et avec son beau-frère, là, qui on n'était pas. Et là, Gérard, il dit, ah, on s'en fout, Louis, du Covid, c'est bon, tu nous gonfles, allez, viens plutôt faire une pétanque. Et on va se dire, mais il a raison. On s'en fout du Covid, c'est pas si grave. Euh, donc, c'est peut-être une vision un peu, comment dire, j'essaie de dédramatiser les choses. Effectivement, il y a plein de gens que ça fait hurler hein, quand je dis mais le Covid c'est pas si grave, les vaccinations c'est pas si grave. Et je comprends hein, pour eux, il y a des gens qui ont des effets secondaires majeurs, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu de la famille, et je comprends que eux ils sont en colère de manière définitive. Mais ce que je vois pour le moment, c'est que cette colère, elle n'a pas d'impact dans le réel. Elle n'arrive pas à changer les choses, et elle s'exerce contre des gens qui sont comme inatteignables. Bill Gates, George Soros, la fondation Bill et Melinda Gates, Albert Bourla, Ursula von der Leyen. Moi, j'ai pas de prise sur eux. Mm. Par contre, là, la personne dans la rue, j'ai peut-être une prise à essayer de recréer un lien. Ça m'empêche pas de penser que tout ça est révoltant, qu'il y a un problème profond dans la société, qu'elle est profondément malade. Mais ce que je cherche, c'est comment survivre à travers ça. C'est pas comment me sacrifier pour tout faire péter une bonne fois pour toutes. C'est comment arriver à survivre à l'intérieur.